Quand l'incivisme fait le lit des actes de vandalisme, la paix sociale s'en trouve menacée et l'autorité bafouée. Logobou et Diapaga dans la Tapoa s'illustrent négativement en la matière. 2 personnes tuées et un commissariat incendié. C'est le bilan des mouvements d'humeur d'individus qui ont voulu se rendre justice. Des véhicules tactiques légers et blindés, les forces armées nationales viennent d'en acquérir pour être plus opérationnelles. Le matériel d'une plus grande capacité d'action et une meilleure protection des combattants a été réceptionné le mois dernier et présenté au président du Faso, chef suprême des armées. Et puis Nelson Mandela, vu par la fondation qui porte son nom, portrait, archives, lettres et cadeaux donne à voir le père de la nation arc-en-ciel dans son intimité afin de mieux faire connaître l'icône de la lutte anti-apartheid. Madame, Messieurs, bonsoir. Les forces armées nationales plus opérationnelles désormais, elles viennent de se doter de nouveaux matériels roulants, des véhicules tactiques légers et blindés en vue d'une plus grande capacité d'action et d'une meilleure protection de ses combattants. Un échantillon de ce matériel a été présenté au président du Faso, chef suprême des armées, Jacques Lamissa Tarpaga. Le chef suprême des armées aux commandes d'un blindé. C'est un véhicule tactique qui fait partie d'un lot de matériel roulant acquis au profit des forces armées nationales. Il s'agit d'un échantillon de véhicules légers tout-terrain multifonctionnels disposant d'une bonne protection balistique. Il y a aussi des blindés de reconnaissance et de transport de troupes présentés au chef de l'État. D'une manière générale, les forces armées évoluent avec le contexte des menaces qui aujourd'hui, vous le savez, avec ce que nous avons pu observer au Mali, sont des menaces très fortes et aussi très complexes. Ce qui veut dire qu'il faut renforcer toujours la protection, un peu plus la protection des combattants, parce que c'est ça qui est essentiel. Il faut savoir que la guerre, c'est avant tout des ressources humaines qui s'affrontent. Et il faut donc faire en sorte qu'autour de l'homme, autour du combattant, il y ait une meilleure protection, préservation de sa vie. C'est pour cela que des matériels de ce genre, nous pensons que c'est très utile dans ce contexte-là pour donner plus de capacité d'action aux forces armées. Ce nouveau matériel porté à l'appréciation du président du Faso apporte des évolutions aux forces armées nationales, la protection, la mobilité et l'autonomie. J'aimerais d'abord exprimer ma gratitude au nom des personnels des forces armées, au chef suprême des armées, dont l'action nous permet d'avoir aujourd'hui des véhicules blindés de type Bastion qui vont progressivement être à la disposition des forces armées nationales. Donc c'est un nouvel équipement qui sera mis à la disposition des contingents, des FPU, et aussi des troupes qui sont à l'intérieur du pays afin de renforcer leur mobilité terrestre et de remplir à bien leur mission. L'avantage, c'est que les soldats seront désormais sous blindage et c'est très important au niveau des combats. Les forces armées nationales font de plus en plus face à de nouveaux défis, notamment le soutien à la paix, des missions intérieures et surtout la surveillance de nos frontières. Opérationnel en matériel, opérationnel aussi en ressources humaines, les forces armées nationales assurent la formation de ces hommes. Le personnel concerné, des commandants d'unités de la gendarmerie nationale des 45 provinces du pays. Les modules ont trait au terrorisme dans la région sahélienne et à la criminalité transfrontalière. Un renforcement de capacité de 2 jours de ces officiers et sous-officiers pour mener à bien leur mission sur le terrain. Reportage Ismaël Dilouma Sirima et Adama Koulibaly. 45 commandants d'escadrons et de compagnies de la gendarmerie nationale à l'école de l'excellence. En 48 heures, ces officiers et sous-officiers supérieurs aborderont des modules sur le terrorisme dans la région sahélienne, la criminalité transfrontalière et le traitement de l'information. Au cours de ce séminaire, l'actualité sécuritaire de la sous-région caractérisée par la situation au Mali et la non-compréhension de certaines décisions par les populations seront aussi évoqués. Ça va leur permettre d'avoir une meilleure connaissance des menaces actuelles et ça leur permettra également d'avoir une capacité d'analyse plus élevée des situations du moment et ça leur permettra également de prendre les décisions les plus appropriées pour faire face donc à ces menaces-là. Ce séminaire s'inscrit dans la vision du renforcement du professionnalisme des personnels des forces armées nationales.
Et à ce titre, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale a exhorté les participants à toujours apprendre et à faire preuve de liberté d'esprit. La menace sur la sécurité nationale est aussi intérieure. Le danger vient de l'incivisme, un phénomène devenu récurrent au Burkina, où les citoyens s'octroient le droit de se rendre justice. Illustration à Logobou et à Diapaga dans la Tapoa, où une histoire de cambriolage vire à l'application de la loi du talion. Bilan, 2 personnes tuées et un commissariat incendié. Le récit des faits avec Oswald Gaïtan Segueda et Abdoul Rasmani Zongo. Ces 16 personnes sont, selon la direction régionale de la police nationale de l'Est, celles qui ont incendié le commissariat de police de Diapaga. Tout serait parti d'un cambriolage dans la nuit du 5 au 6 juillet 2013 dans une famille à Logobou. À 2 h du matin, la famille de Sieur Yonli Boado recevait donc la visite de ces bandits-là, qui étaient armés de 3 fusils de chasse. Et ils étaient 4, et dont 2 étaient cagoulés. Ils ont fait irruption dans la famille, et la famille donc ne s'est pas tout de suite soumise à leurs injonctions, et si bien qu'ils ont fait usage de leurs armes contre les membres de la famille. Donc ils ont tiré, et ils ont pu donc tuer 2 personnes, et les balles ont atteint 2 autres personnes. Alertés, la police a pu arrêter 2 des 4 délinquants et c'est en ce moment que les événements ont pris une autre tournure. La population a suivi à moto jusqu'au commissariat de Diapaga et réclamait donc la remise des bandits pour qu'ils soient lynchés et tués donc comme ils l'ont fait pour les habitants du village. Et c'est ainsi que nous avons instruit le DPPN d'envoyer les interpellés à la maison d'arrêt. À notre grande surprise, le directeur nous a dit qu'ils ont commencé à casser les portes et les fenêtres du commissariat. Quelque temps après, ils ont mis le feu au commissariat. Pour le gouverneur de la région de l'Est, plus rien ne sera comme avant. On ne peut pas continuer de nous réclamer l'ouverture de commissariats dans les communes et puis continuer de brûler les commissariats. Désormais, les casseurs seront les payeurs. Même s'ils n'ont pas d'argent, ils paieront de leur liberté. Pour l'instant, l'enquête suit son cours pour l'arrestation des 2 autres bandits et l'instruction judiciaire du dossier. Justement, l'attaque du poste de police de Logobou s'est invitée ce matin au traditionnel point de presse du gouvernement. Le ministre de la Communication a donné sa lecture de la situation et parlé aussi des préparatifs du cinquantenaire de la télévision nationale. Le point de l'organisation du CEP qui enregistre cette année un taux de réussite de 60% et celui du bilan et des enjeux des campagnes de reboisement ont aussi été présentés respectivement par le ministre en charge de l'éducation et son collègue de l'environnement. Le résumé de ce point de presse avec Aboubakar Sagnon. L'année scolaire 2012-2013 dans l'enseignement primaire s'est bien déroulée. Sur 316 478 candidats au certificat d'études primaires CEP, 192 757 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 60,90%. La région du centre est classée première avec 73,72% de taux de succès. Celle du centre-ouest ferme la marche avec 52,7% de taux de réussite. Le transfert du poste primaire et du préscolaire au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a été longuement abordé. L'objectif est d'améliorer bien sûr les indicateurs du préscolaire, du poste primaire qui restent relativement bas, mais surtout c'est vraiment la vision d'assurer une éducation de base des enfants de façon qualitative. Parce qu'il faut reconnaître que le concept du continuum éducatif, pour nous, nous essayons surtout de nous dire il faut que nous ayons un curriculum de l'âge de 3 ans jusqu'à 16 ans pour nous assurer que nous ayons vraiment des contenus d'apprentissage cohérents, mais surtout de qualité. En ces débuts de la saison des pluies, le ministre en charge de l'environnement a fait le bilan de la campagne de reboisement de 2012. Plus de 7 millions de plants ont été mis en terre sur une superficie de 9 326 hectares. Le taux de reprise des plants est estimé à 87,3%.
Cette année, la campagne sera lancée dans la semaine du 22 au 27 juillet à Dori sous le thème « Un ménage, un plan pour notre diversité biologique ». Planter un arbre, comme je l'ai dit, c'est comme mettre un enfant au monde. Quand on met un enfant au monde, on s'occupe de lui, on le parraine, on l'encadre. Quand on plante un arbre, il faut l'entretenir au bout d'un certain temps. Donc, le mot d'ordre a été lancé pour planter responsable. La prolifération des sachets plastiques dans la nature cause d'énormes dégâts à l'environnement, la santé humaine et animale. Le gouvernement veut mettre fin à cette situation. Nous avons élaboré un avant-projet de loi qui porte sur l'interdiction, la production, la commercialisation et la dispersion du sachet plastique, emballage non biodégradable, sous forme d'avant-projet de loi. Ou, si on veut aller plus vite, c'est un décret. Tous ces deux documents sont prêts et seront mis à la disposition, de l'exécutif qui va trancher quelle est la voie la plus idoine. Le ministre de la Communication a été interpellé sur l'attaque du commissariat de l'Oroubou dans la Tapoa par des populations pour libérer des personnes incarcérées. Quand on parle de l'autorité de l'État là, ne voyez pas seulement le policier avec son arme, c'est nous tous. Le fait de respecter cette autorité, c'est ça aussi le respect de l'autorité de l'État. C'est ça l'autorité de l'État. Et donc je pense objectivement que c'est encore un cas malheureux. Et notre souhait véritablement et l'appel que nous lançons et que nous cesserons de lancer, c'est l'implication citoyenne au renforcement de notre processus démocratique. Alain-Édouard Traoré a également évoqué l'organisation du cinquantenaire de la télévision nationale. Les activités de commémoration du cinquantenaire de la télévision ont commencé hier 10 par un sondage d'opinion sur la télévision, ses contenus, ses programmes et que nous allons utiliser pour améliorer, si on peut le dire ainsi. Le clou des activités aura lieu le 5 août prochain, mais le 30 juillet se tiendra une rencontre sur le rôle et la responsabilité de la télévision publique dans l'implication des citoyens au processus démocratique. Des impressions fortes, voilà ce qu'a ressenti le ministre taïwanais du Travail sur les terres des investissements de son pays. Le lycée national professionnel Maurice Yamego de Koudougou donne satisfaction tant au niveau des filières que de la formation dispensée. Pan Chi Vei et sa délégation sont allés apporter encouragement et félicitations aux encadreurs et aux apprenants et promettre de nouveaux projets de développement. Compte rendu Estelle Judith Assoba. Au lycée national professionnel Maurice Yamego de Koudougou, le ministre du Travail taïwanais a pu visiter les installations et équipements techniques dans les 4 ateliers de formation, le génie électrique, le génie mécanique, le génie civil construction, l'hôtellerie et la restauration. Dans les salles visitées, il a été impressionné par l'adresse et la maîtrise avec lesquelles les apprenants manipulent les machines et autres appareils. J'ai une impression très forte pour visiter ce lycée parce que je trouve que ce lycée peut fournir de l'occasion de la formation professionnelle à tous les lycéens de tout le pays. Ce lycée a été créé en 2011 par l'État burkinabé en collaboration avec la Chine-Taïwan. Et cette visite intervient au moment où la toute première promotion vient d'achever sa formation. En hôtellerie-restaurant, nous avons fait 100%. Et dans les autres spécialités, nous sommes au-delà de 60%. Donc c'est encourageant, mais nous pouvons toujours mieux faire. Les préoccupations, c'est surtout renforcer la compétence des enseignants, parce que nous avons une équipe relativement très jeune et nous pensons que si on a la possibilité de renforcer leurs compétences, nous pouvons encore assurer un enseignement professionnel de qualité. Des résultats qu'apprécie le ministre du Travail taïwanais, mais déplore cependant l'intérêt des filles pour la restauration au détriment des autres filières. Pour ce faire, il a invité celles-ci à s'intéresser davantage aux filières mécaniques, électriques et construction.
Pour l'émissaire taïwanais, le lycée national professionnel Maurice Yamego est une expérience réussie et qu'il faudra étendre aux autres régions du Burkina. Le gouvernement taïwanais a envie de renforcer les centres régionaux de formation professionnelle au Burkina Faso. Voilà, ça c'est ce que nous allons faire prochainement. Je propose aussi que le gouvernement burkinabé peut faire une coopération avec Taïwan au niveau de l'aide, de soutien aux apprenants sortants pour leur insertion professionnelle après leur formation. La visite de la délégation taïwanaise s'est poursuivie à l'Université polytechnique de Koudougou où elle est allée s'imprégner des conditions de travail du personnel administratif et les apprenants. Vers un partenariat CAMES, enseignement supérieur privé. Le chemin est en train d'être tracé à Ouagadougou à la faveur d'un colloque international relatif à la promotion de l'enseignement supérieur privé. Un colloque prévu pour se tenir en septembre prochain. Mais avant, les organisateurs ont levé le voile sur les objectifs de cette rencontre et sur ce partenariat public-privé qui s'annonce dans l'enseignement supérieur. Abdoul Rasmani Zongo. Ce sont des échanges interactifs et anticipatifs à une grande rencontre prévue les 12, 13 et 14 septembre prochains dans la capitale burkinabé sous l'égide du CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. À cette date, le CAMES et les promoteurs d'établissements privés d'enseignement supérieur décrypteront le thème « Plan stratégique de développement du CAMES, quelle stratégie d'opérationnalité ?» pour les établissements privés d'enseignement supérieur de son espace. À 2 mois de l'échéance, s'organisent ces échanges préparatoires. Eux, ils n'ont pas d'espace formel, statutaire d'échange. Cette première rencontre devrait être donc l'occasion également pour eux de créer un espace d'échange. Je pense que lorsque les gens ont la bonne information, ils peuvent mieux répondre aux attentes qu'on formule à leur endroit. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut dire que cet espace sera aussi un cadre d'accompagnement pour eux. Les principaux bénéficiaires se réjouissent de l'opportunité à eux offerte par le CAMES. Vous êtes témoin des griefs portés contre l'enseignement supérieur privé de notre espace. Et donc le souci du CAMES, c'est d'arriver vraiment à organiser cet espace-là, tous les établissements qui relèvent de son espace, pour que tout le monde prenne conscience. Quand il s'agit de la formation de nos jeunes, il faut la qualité, il faut l'éthique. Le CAMES regroupe 19 pays membres et les promoteurs d'établissements privés d'enseignement supérieur attendent beaucoup du colloque international de Ouagadougou, censé également établir et consolider le partenariat public-privé pour un enseignement supérieur de qualité. Et le métier d'enseignant qui fait de plus en plus de 1190 aspirants se forment à la profession grâce à l'école de formation des enseignants du primaire. Après 2 ans d'apprentissage, ils sont mis à la disposition du monde de l'éducation. Commentaire Abdelaziz Yagibou. Ali est vêtu. Ali À travers les dédales des matières telles la lecture, le calcul et l'écriture, ces stagiaires en fin de formation sont appelés à guider les pas des enfants sur le chemin du savoir, du savoir-faire et du savoir-être. Au nombre de 195, ils ont dû trimer 2 ans durant sur les bancs de l'école de formation des enseignants du primaire IFEP avant de voir le bout du tunnel. Un parcours au cours duquel cette 4e promotion de l'école a pu s'abreuver aux sources des formateurs et encadreurs pédagogiques à travers des cours théoriques et pratiques touchant divers domaines tels le secourisme, le code de la route et la sauvegarde de l'environnement. Si on a la chance, à travers la formation donnée à ces enseignants, si nous avons la chance que ça soit transmis aux enfants surtout, c'est une fierté pour nous. Pour des conseils à même de les accompagner dans leur quête d'éducateurs compétents, les stagiaires ont porté leur choix sur Jeanne Sommet.
Une enseignante qui a gravi tous les échelons de l'éducation avant d'être admise à la retraite. C'est une vraie vocation. Il faut aimer se donner. Il faut aimer les enfants. Il faut vouloir leur bien. Il faut être prêt à se sacrifier pour eux, pour leur réussite. Avant cette promotion, l'EFEP avait déjà produit 610 instituteurs adjoints certifiés pour le système éducatif au Burkina, et ce depuis l'ouverture de ses portes en 2008. Si au bout de 5 années d'activité, vous êtes en tout cas au moins à 800 jeunes formés de façon qualitative, c'est un sentiment de joie qui nous anime. Maintenant, nous espérons quand même que pour les prochaines années, nous allons pouvoir faire mieux. Le cycle de formation qui donne droit au diplôme d'enseignant du primaire a été bouclé certes, mais le marché de l'emploi demeure une autre paire de manches qu'il faut gagner. Le livre sera à l'honneur bientôt à travers la Philo. La foire internationale du livre de Ouagadougou veut se donner un nouveau souffle. Acteurs du livre, associations des éditeurs et partenaires réfléchissent depuis ce matin sur l'organisation technique, administrative et financière de la Philo. Reportage Estelle Judith Assoba. La foire internationale de Ouagadougou, Philo, a été créée en 2000 avec pour objectif la promotion du livre et la lecture publique. Si les premières éditions ont vu une participation effective des acteurs burkinabés du livre et étrangers, des soutiens financiers et techniques de plusieurs partenaires et un véritable engouement des élèves, étudiants, enseignants et chercheurs, force est de constater que les 3 dernières éditions n'ont pas connu les mêmes succès. La Philo 2012, par exemple, a enregistré seulement 3 éditeurs nationaux et des éditeurs de la Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur. Une faiblesse parmi tant d'autres qui nécessite une réflexion minutieuse sur l'organisation de cette foire. Nous avons donc souhaité qu'à cette étape, nous puissions donc réunir l'ensemble des acteurs qui œuvrent dans le domaine de la littérature pour faire un peu le bilan des différentes éditions de cette foire du livre du Burkina Faso, de voir quelles étaient, quelles étaient les insuffisances, comment les corriger, comment véritablement positionner cette manifestation comme étant un moment fort pour la littérature burkinabé. Les différents acteurs de la chaîne du livre et les partenaires institutionnels ont été conviés à cette rencontre pour diagnostiquer les difficultés que traverse la Philo et lui proposer un nouveau format. Une réflexion sur les textes réglementaires de la Philo. Donc il faut relire ces textes et voir si le contenu répond encore aux attentes, n'est-ce pas, des différents acteurs. Il s'agit également d'élaborer des conventions de partenariat entre la foire du livre et d'autres foires de la sous-région ou de l'Europe. Il s'agira également, le 3e groupe, de réfléchir sur le financement de la Philo. Des propositions qui sortiront de cet atelier devraient permettre aux organisateurs de repositionner cette manifestation, seul gage pour l'atteinte des objectifs de la Philo depuis sa création. Les ménages pauvres des communes rurales de Arbolé et de Latodin soulagés grâce au projet d'appui au relèvement des ménages affectés par la crise alimentaire 2011-2012, des bas-fonds et des plaines aménagées à leur profit, mais aussi des sommes d'argent et des petits ruminants sont au nombre de l'assistance que leur apporte ce projet lancé hier dans le Passoré. Oumou Sissé. Ce sont 20 hectares de bas-fonds aménagés au profit des ménages affectés par la crise alimentaire de 2011-2012. Les bénéficiaires sont essentiellement les populations pauvres des communes rurales de Arbolé et de Latodin dans le Passoré. Sur ces parcelles, il est prévu la culture du riz. En 2011-2012, lors de cette saison hivernale, la pluviométrie n'a pas été bonne dans certaines localités du pays. Et nous avions à l'époque justement apporté une réponse humanitaire avec le partenaire ATAD dans cette même localité. Et c'est vrai que durant ce choc, les populations ont été, assistées, elles ont été soutenues, mais malheureusement, elles ont perdu beaucoup de leur potentiel. Ça se sent justement que le présent projet est développé. L'idée est de donner plus de moyens à ces ménages-là pour qu'ils puissent non seulement travailler à se relever, mais acquérir des capacités pour ne pas retomber dans la crise qu'a connue ces ménages durant la campagne passée.
En plus du bas-fond, les différents ménages bénéficiaires recevront des sommes d'argent. Des plaines ont été aménagées pour la maraîchiculture au profit des femmes. Elles ont également reçu des petits ruminants pour leur permettre de reconstituer leur cheptel perdu durant la crise. Le projet d'appui au relèvement des ménages affectés par la crise alimentaire a démarré en avril 2013 et prend fin en septembre 2014. Banfora expose ses potentialités régionales des produits agricoles en passant par ses richesses fauniques. La foire du développement économique de Banfora est une première édition qui a reçu le soutien de ses partenaires canadiens, motivée par la promotion des produits locaux de la région des Cascades. Oudia Rokiasanou pour le reportage. Des produits forestiers non ligneux, des produits artisanaux, des mets locaux et même la richesse faunique, c'est ce que donne à voir la foire du développement économique local de la commune de Banfora. Cette manifestation commerciale qui met en exergue les potentialités de la région des Cascades a pour ambition la croissance économique à travers la promotion des produits locaux et de l'esprit d'entreprise. C'est une occasion que nous attendions et c'est un pari qui est lancé, c'est un défi qui nous est lancé et nous donnons en tout cas l'engagement de relever ce défi-là. Cette foire entre dans le cadre des activités du programme des partenaires municipaux pour le développement économique PM2E, un programme qui lie la commune de Banfora à celle de Belleuil au Canada. C'est dans ce cadre-là que nous avons eu la chance d'être éligibles depuis le début 2011. Il s'agit donc de booster, de donner un coup de pouce au développement de l'économie locale pour permettre justement aux différents acteurs locaux de faire prospérer leurs activités. Déjà à ce jour, ce qu'on a vu, moi ça fait 2 ans que je n'étais pas venue à la commune et vous avez vraiment parcouru un grand chemin depuis. Je suis agréablement surprise du travail déjà parcouru par la commune, par les intervenants de chaque axe. Mise en place par la Fédération canadienne des municipalités, le PM2 prévoit également le renforcement des capacités des acteurs économiques locaux. Son exécution dans la région des Cascades est prévue pour s'étendre sur 5 ans. En matière de recherche agricole, en vue d'assurer la sécurité alimentaire au Burkina, la voix de l'INERA compte. L'Institut de l'environnement et de recherche agricole porte bien son nom, tout comme l'OFAB Burkina. Les deux structures ont débattu ce mardi sur les opportunités de la biotechnologie agricole. Explication Moumouni Barou. L'introduction de biotechnologie agricole au Burkina Faso suscite souvent des inquiétudes au sein des populations. Pour lever les inquiétudes des consommateurs, des discussions efficaces devraient être menées de façon permanente autour des questions liées à cette nouvelle donne. Ainsi, les représentants du réseau Forum ouvert sur la biotechnologie agricole en Afrique, OFAB, à travers l'INERA, veut mener des réflexions sur cette stratégie pour contribuer de manière significative à la lutte contre l'insécurité alimentaire. Il s'agit d'un forum ouvert sur les biotechnologies agricoles en Afrique. Il s'est trouvé que l'INERA, qui est une institution de recherche, travaille à l'amélioration des productions agricoles pour l'atteinte de la sécurité alimentaire. Et comme on le dit, l'INERA utilise toutes les techniques, c'est-à-dire les techniques conventionnelles, mais également les biotechnologies modernes pour avancer dans ses recherches, pour trouver des solutions aux problèmes de l'agriculture du Burkina Faso. L'expérience du coton bêté au Burkina Faso est encourageante selon les chercheurs. Et à la matière, le pays des hommes intègres est bien plus avancé que la plupart des pays africains. Il faut dire que ce coton a la particularité de lutter contre les principaux ravageurs du cotonnier, à savoir donc les chenilles qui endommagent les capsules du cotonnier et aussi les feuilles du cotonnier. Et ces toxines produites là permettent donc de lutter essentiellement contre ces chenilles-là. Mais il y a toujours un mais. Ce type de coton ne permet pas de lutter contre un groupe de ravageurs, à savoir donc les piqueurs-suceurs, que sont les pucerons, les jacides et aussi la mouche blanche. OFAB est un programme qui réunit les acteurs de la biotechnologie et permet des interactions entre les scientifiques, les journalistes, la société civile, les producteurs et bien d'autres structures.
Fini les difficultés liées à l'approvisionnement en farine de blé au Burkina. La minoterie de l'Orient répond désormais à ce souci. L'infrastructure située en zone industrielle de Kosodo a été réalisée à hauteur de 12 milliards de nos francs. Inaugurée ce matin, la production journalière de l'usine est estimée à 230 tonnes de farine de blé. Adama Koulibaly. Ces sacs de farine de blé sur cette chaîne de production représentent les premiers sacs officiels de la minoterie de l'Orient, dont l'inauguration vient d'être consacrée par cette coupure de ruban. Répondre aux soucis de disponibilité permanente pour éviter les pénuries de cette matière première, du pain et autres pâtisseries, telle est la motivation du groupe d'investisseurs à l'origine de cette usine qui aura une production de plusieurs centaines de tonnes par jour. La production journalière est estimée à 330 tonnes lorsque, bien entendu, nous le poussons à fond. Mais nous pouvons parfaitement tourner comme aujourd'hui à la moitié parce que nous ne sommes pas encore arrivés à bien introduire le marché. Cette unité industrielle devrait aussi contribuer à la lutte contre le chômage puisqu'une centaine d'emplois seront créés, d'où le soutien de l'État qui entend également réhabiliter cette zone industrielle. Le gouvernement est dans son devoir de venir le soutenir, de venir porter le message en tout cas du climat, en tout cas des investissements, et de lui dire que nous sommes à leur côté. Mais nous avons aussi eu l'occasion de pouvoir écouter des préoccupations, notamment sur le volet des importations des farines. Nous sommes là aussi pour protéger les unités industrielles nationales, que ce soit au niveau de la farine, mais d'autres unités industrielles. Nous allons travailler sur la valeur de référence pour aider aussi le secteur du commerce, mais renforcer surtout le tissu industriel. 12 milliards de francs CFA ont été nécessaires aux promoteurs de la minoterie de l'Orient qui, en plus de la farine de blé, va également produire de l'aliment pour le bétail. Une première dans l'histoire du musée national, un ambassadeur désigné va désormais se charger de donner une plus grande visibilité et un rayonnement à ce sanctuaire de notre patrimoine national. Alain-Edouard Traoré, le ministre de la Communication, tient désormais ce titre de premier ambassadeur du musée national. Il a été investi et installé ce jour. Témoignage, Abdoul Rasmani Zongo. Docteur Alain-Edouard Traoré, ici en costume bleu à l'image, et surtout muni de deux symboles ou attributs culturels, un tableau et une statuette, est désormais le tout premier et nouvel ambassadeur du Musée national du Burkina Faso. C'est tout le sens de ce cérémonial du 11 juillet 2013, rythmé également par des témoignages, sketchs, musique, devant un public composite. Le musée est certes une institution qui vise à perpétuer les témoins matériels et immatériels de la culture nationale, mais reste malheureusement inconnu ou méconnu. Il faut donc renverser la tendance. Mon action en tant qu'ambassadeur, justement, consistera à sensibiliser les populations burkinabées, les citoyens, les intellectuels et tout le monde, les autorités et les communicateurs, pour que nous puissions prendre conscience qu'un musée, c'est important, c'est essentiel. Qu'en réalité, un musée, c'est un peu un identifiant pour nous-mêmes. C'est notre représentation et qu'il faille que notre jeunesse, les élèves, les étudiants, les fonctionnaires, et hommes et femmes, que nous puissions tous nous mobiliser pour venir visiter ce musée et donner de la valeur à ce musée. La direction générale du musée national et le département de la culture justifient le choix de celui-là qui désormais mobilisera conscience et action pour contribuer à la promotion du patrimoine culturel via le musée. Nous savons que c'est un homme d'engagement, c'est un homme de conviction, c'est un homme déterminé. Et le musée ne pouvait trouver qu'en lui cette personnalité qui pouvait davantage porter son image, non seulement à l'intérieur du Burkina Faso, mais également à l'extérieur. Je voudrais également dire que le fait que ce soit le ministre en charge de la communication, donc d'un autre département, est la preuve de la synergie au niveau gouvernemental d'une part, et du fait que la culture est quelque chose de transversal. Créé en 1962, le Musée national conserve de nos jours plus de 8000 objets que le nouvel ambassadeur, autorité et public sur place ont pu caresser du regard en fin de cérémonie.
Mission accomplie pour l'ambassadeur d'Égypte au Burkina. Ahmed Zein est en fin de mandat après 4 années de diplomatie en terre burkinabé. En ces temps difficiles pour son pays, le diplomate égyptien a prié pour la paix partout en Afrique. Le Burkina, reconnaissant de ses bonnes actions en faveur du raffermissement des relations entre nos deux pays, l'a élevé au rang d'officier de l'ordre national. Ramatou Zida, Sylvestre. C'est avec le sentiment de mission accomplie que l'ambassadeur d'Égypte s'apprête à regagner son pays. Ahmed Zein est admis à la retraite depuis le 15 juin dernier et il rassure que son départ n'est donc pas lié à la situation qui prévaut en ce moment en Égypte. Des situations, l'Égypte interne n'affectent jamais des relations diplomatiques avec un pays frère comme Burkina Faso, de grande importance pour l'Égypte, grande fraternité entre nous, impossible qu'une situation, malgré aucune situation internale d'Égypte, affecte passivement des retraits ambassadeurs. L'ambassadeur d'Égypte a passé 4 ans au pays des hommes intègres. Pour les autorités burkinabées, il aura contribué au raffermissement des relations de coopération entre les deux pays. Et c'est tout naturellement qu'il est élevé au rang d'officier de l'ordre national. Nous avons tenu des consultations régulières qui ont permis en tout cas de dégager de nouveaux axes de coopération et surtout de les renforcer. Je l'ai indiqué en matière de formation, la République arabe d'Égypte a fait un effort pour nous consentir un certain nombre de bourses pour permettre la formation de nos jeunes étudiants et même de certains agents publics. Cela est vraiment appréciable. Ce n'est un secret pour personne que le pays de Ahmed Zein traverse en ce moment une crise sans précédent. Les tentatives pour un retour de la paix ne cessent de se multiplier et à ce début du mois de carême musulman, l'ambassadeur pense que les regards doivent beaucoup plus se tourner vers le ciel. Toujours, quand nous avons un problème, comme Burkina Faso fait aussi, toujours nous lever les mains pour le Dieu, prier, donner-nous la paix, la stabilité, la sécurité, éviter tous. Nous prions pour le Dieu pour l'autre, pour la Syrie, pour chaque pays du monde, d'avoir la paix et la stabilité. Pour le Burkina Faso et pour nous. Les autorités burkinabées souhaitent elles aussi vivement que le peuple égyptien trouve très vite les ressources pour surmonter cette crise. La lutte anti-corruption par le canal de la bande dessinée, un nouveau moyen de communication pour atteindre une cible, la jeunesse. La corruption vue par les jeunes et les moyens de l'éradiquer ont fait l'objet de compétitions dans le primaire et le secondaire. Kouka, 7e édition, a présenté ses lauréats le mois dernier à Ouagadougou. Adama Koulibaly. Quels sont les personnages qui pratiquent la corruption dans la bande dessinée Kouka? Citer les actes de corruption posés ou encore à quoi sert le numéro vert du Renlac? Ce sont là quelques questions de la 7e édition du jeu concours sur la lutte contre la corruption qui ont permis à Rosemond et à Cynthia de remporter les premiers prix respectivement au primaire et au secondaire. Je suis très contente de recevoir ce prix et je vous promets que si je vois des gens en train de faire la corruption, je vais les dénoncer. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Je suis tellement humble. Je ne croyais même pas que je pouvais être première du secondaire. Elles reçoivent chacune un prix composé d'une bourse de 70 000 francs CFA, un vélo et d'autres lots, le tout pour une valeur totale de 125 000 francs CFA. Comme elles, une vingtaine d'élèves ont aussi reçu des prix. Organisé par le réseau national de lutte anticorruption, ce jeu vise à apprécier le niveau d'assimilation du message anticorruption véhiculé par le Renlac à travers la bande dessinée Kouka. En ligne de mire, c'est d'apprendre aux plus jeunes à détecter et surtout refuser la corruption. Lorsqu'on regarde la génération qui est un peu plus âgée, on fait un travail en direction de cette population à travers ce qu'on appelle des théâtres forums, mais nous avons également ciblé les jeunes, donc, notamment les jeunes scolaires. Donc ici, il s'agit effectivement donc, de faire en sorte que la bonne graine la pousse dès le départ. Près d'1 millier d'élèves issus de 118 écoles, collèges et lycées ont pris part au concours cette année, témoignant de l'intérêt de ceux-ci pour la question de la corruption. Les lauréats se sont quittés sur les notes de l'ambassadeur de Renlac, ZS. Il souffle un air de vacances à l'arrondissement 12 de Ouagadougou. Vacances jeunes arrondissement 12 vient d'être lancé au programme des activités culturelles et sportives destinées à l'épanouissement des jeunes. Des activités qui ont démarré depuis le 5 juillet. Sylvestre.
du matériel informatique pour les mairies des arrondissements 7 et 12 de la commune de Ouagadougou. Le geste aide la société Alliance Eco dans le cadre de la mise en œuvre de son projet Vacances Jeunes Arrondissement 12. Ces dons sont destinés à accompagner ces nouvelles mairies en construction. Le projet vise surtout l'épanouissement de la jeunesse pendant ses vacances par diverses activités. Au nombre de celles-ci, une course cycliste féminine. Organisée le 5 juillet, elle a regroupé près de 600 participantes et les 20 premières à l'arrivée ont reçu chacune un vélo. Le 6 juillet dernier, la finale du tournoi Maracana intitulé Tournoi de la paix s'est jouée. Elle a été remportée par l'équipe de Topez en orange, opposée à l'équipe de Pazut-Neda. Depuis hier, nous sommes au four et au moulin et avec la participation massive des femmes qui ont vraiment donné tout le courage pour le tour cyclisme. Aujourd'hui même, vous avez vu la finale qui s'est bien déroulée avec la présence de toutes les autorités. Vraiment, c'était une satisfaction. Le projet Vacances Jeunes Arrondissement 12 bénéficie de l'accompagnement du ministre Komba Boli et de l'Arlé Naba. Ils ont offert 10 vélos au profit des lauréats de la course cycliste ainsi que du matériel d'assainissement aux mairies des arrondissements 7 et 12. C'est aussi un sentiment de joie vraiment pour ces jeunes-là de l'arrondissement 12. Vous avez vu les membres du gouvernement qui sont venus pour encourager cette jeunesse burkinabé dans le domaine du sport. Et pour nous, c'est vraiment une des actions fortes aussi du gouvernement du Burkina. En tout cas, nous voudrions être là, être solidaires avec les jeunes et leur dire que nous allons continuer à les accompagner. La suite du programme d'activité du projet prévoit une journée de reboisement et du théâtre. Les activités s'y poursuivront jusqu'au 31 août 2013. Hors de chez nous, en Afrique du Sud, la Fondation Nelson Mandela présente le père de la nation arc-en-ciel sous plusieurs angles. Des portraits, des archives, des lettres, des cadeaux. Bref, c'est Mandela en privé qui est présenté une exposition pour mieux faire connaître l'icône de la lutte anti-apartheid. Voilà, ce journal s'achève. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur la RTB. À demain. Bonsoir.